Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, au sommaire de l'actualité. Au Mali, après l'attaque terroriste perpétrée mardi contre le camp de Nampala, dans laquelle 17 soldats ont perdu la vie, l'état d'urgence qui avait expiré la semaine dernière est réinstauré. La lutte contre le VIH-Sida, un enjeu pour l'Afrique. Des progrès ont été réalisés au cours de ces dernières années, mais les blocages persistent encore. C'est le cas notamment en Centrafrique. Et le sport touché par la grave crise économique que traverse le Nigeria à 3 semaines des Jeux Olympiques de Rio au Brésil. Les athlètes nigérians expriment leur inquiétude. Le Mali, à nouveau le théâtre de vives tensions, alors qu'un nouvel état d'urgence de 10 jours vient d'être instauré suite à l'attaque de Nampala. Des affrontements ont éclaté ce jeudi au nord du pays entre des forces pro-gouvernementales et des milices touaregs. En effet, en dépit des actions menées par l'État, la menace terroriste persiste. Maria Madramé. Conduction de l'état d'urgence au Mali, après l'attaque de la base militaire de Nampala mardi 19 juillet dans le centre du pays, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a décidé d'instituer à nouveau l'état d'urgence pour 10 jours. Une décision indispensable afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes, mais qui doit plus viser les zones sensibles. Le résultat produit par la dernière mesure d'état d'urgence qui a duré 3 mois, on a vu qu'il y a eu plus de 5300 unités qui ont été déployés à travers le pays dans l'ensemble, mais que la majeure partie de ces éléments-là ont été déployés à Bamako. Or, on sait aujourd'hui que la mesure ne doit pas concerner exclusivement que Bamako. La mesure doit concerner l'ensemble du territoire, surtout le centre et le nord de notre pays, parce que c'est là-bas que les dangers se font beaucoup plus ressentir. Et aujourd'hui, lorsque vous discutez avec les populations, elles ne comprennent pas l'utilité de cette mesure-là, parce que autant cette mesure est en vigueur, autant les attaques, autant l'insécurité gagne encore du terrain. Cette attaque qui a coûté la vie à 17 soldats a été revendiquée par 2 groupes armés. Une double revendication qui met en lumière la porosité des différents groupes armés de la région et les nombreuses frustrations des populations. L'état d'urgence ne change absolument à rien aux attaques. Au niveau de Youarou, non loin de Tombouctou, hier nuit, il y avait des attaques. Il y avait une attaque qui a été entamée. Et l'armée n'est pas présente. Le problème aujourd'hui, fondamentalement au Mali, il faut s'asseoir pour aller à la conférence d'entente nationale. Il ne regroupe pas seulement que les hommes armés pour leur donner des dividendes à cause de la prise d'armes, mais plutôt l'ensemble de la population et avoir les chercheurs que nous sommes et proposer des solutions. Le Mali est dans un chaos aujourd'hui. Donc ce n'est pas un état d'urgence comme on le fait à l'heure actuelle. En plus de l'état d'urgence, le gouvernement malien a également décrété un deuil national de 3 jours. Et pour rendre hommage aux militaires disparus, le président Ibrahim Boubacar Keïta a décidé de se rendre à Ségou, au nord de Bamako, le chef-lieu de la région administrative dont dépend la localité de Nampala. À noter que le chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu ce jeudi à Ségou, où un hommage a été rendu aux 17 soldats qui ont perdu la vie dans l'attaque de Nampala. Dans le reste de l'actualité, 3 ans de prison pour Ousseynou Darboe, chef de file de l'opposition gambienne, ainsi que pour 18 autres personnes. Ils sont accusés d'avoir pris part à une manifestation non autorisée en avril 2016, manifestation pour protester contre le décès présumé d'un militant de l'opposition qui se trouvait en garde à vue. Amnesty International dénonce ces condamnations. En République démocratique du Congo, l'opposant Vital Kamerhe se dit prêt à participer au dialogue national. Il rejoint ainsi avec son parti l'Union pour la nation congolaise, la ligne du rassemblement, le rassemblement qui conditionne ce dialogue à l'organisation de l'élection présidentielle avant la fin 2016, conformément au délai constitutionnel. Corinne Comdem. Vital Kamerhe se dit prêt à prendre part au dialogue national. Une décision prise après plusieurs consultations au sein de son parti, l'Union pour la nation congolaise, à quelques semaines du grand meeting de l'opposition qui aura lieu ce 31 juillet à Kinshasa. Celui qui figure parmi les opposants les plus en vue en République démocratique du Congo a officialisé son entente avec le rassemblement conduit par Étienne Tshisekedi.
L'absence de Vital Kamerhe lors du conclave organisé à Ginval en Belgique par le président de l'UPDS avait laissé planer le doute sur les relations entre l'UNC et le reste de l'opposition. Il y avait au niveau du parti certaines agitations. Mais par la suite, le chef du parti a communiqué officiellement que nous nous inscrivons dans la ligne officielle de l'opposition républicaine qui a participé au meeting de Ginval. En effet, le premier adjoint du parti, l'honorable Loubaya et moi-même, sommes allés représenter le parti au niveau des travaux de Ginval. L'UNC fait partie de la dynamique et la dynamique aujourd'hui fait partie du rassemblement. Et c'est dans cette logique que nous évoluons pour l'organisation de ce dialogue. Leur participation au dialogue national devra toutefois être soumise à des conditions, comme la garantie du respect de la Constitution de la République démocratique du Congo et la libération des prisonniers politiques. Rappelant que Vital Kamerhe et les autres membres de l'opposition avaient rejeté le dialogue convoqué par le président Joseph Kabila. Il se revendique de la résolution 2277 des Nations Unies et de l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est là donc qu'eux trouvent la légitimation d'un dialogue politique. Alors que la majorité politique en RDC, elle s'inspire du décret pris par le président de la République qui a convoqué ces dialogues. Les tenants de l'opposition sous les labels de rassemblement ne veulent pas participer à un dialogue convoqué par le président Kabila dans la mesure où ils estiment que ce serait se mettre sous une forme de coupe réglée. Le 31 juillet prochain, l'UNC sera présent au grand meeting de l'opposition à Kinshasa. Objectif principal, faire avancer le processus électoral afin de sortir le pays de ce climat politique instable. La 21e conférence internationale sur le sida se poursuit à Durban, en Afrique du Sud. Et si des progrès ont été réalisés pour la lutte contre la pandémie, plus de 2 millions de personnes continuent d'être infectées chaque année par le VIH. Plusieurs pays du continent tentent de mettre sur pied des programmes de prévention comme préconisé par les chercheurs, à savoir l'utilisation de molécules de manière préventive pour les populations à risque. Et dans cette lutte contre l'épidémie, la prévention est plus que jamais nécessaire et cela passe en premier lieu par le dépistage. C'est le cas notamment en République centrafricaine où la difficulté d'accéder au dépistage demeure un véritable frein à l'enrayement de l'épidémie. Biarama Saonera. Le système de santé est l'un des principaux secteurs ayant pris un coup pendant le conflit centrafricain. Depuis 2013, les groupes vulnérables tels que les patients atteints du VIH-Sida ont eu du mal à avoir accès aux soins médicaux. La violence généralisée a occasionné également l'arrêt du dépistage de cette maladie et la fourniture des médicaments antirétroviraux dans certaines localités. Ainsi, l'organisation médicale Médecins sans frontières appelle à un plan d'action d'urgence afin de renforcer les soins contre cette maladie en Centrafrique. On a des cas suspects, cliniquement parlant, qui font penser au VIH. Et du coup, on leur propose le dépistage. On les oriente vers l'équipe psychosociale qui va faire le counseling pré-test. S'ils adhèrent au test, ils sont dépistés et s'ils sont positifs, on les réfère vers d'autres structures pour assurer la prise en charge, notamment l'hôpital communautaire que nous appuyons maintenant. Certains patients atteints du VIH-Sida ne sont pas pris en charge. Selon des spécialistes de la santé, seuls 30% des patients reçoivent un traitement. Le taux d'infection devient aussi de plus en plus alarmant dans ces pays de l'Afrique centrale. J'avais mal à l'estomac et j'avais aussi la diarrhée. J'avais du mal à me déplacer. Quand je suis arrivée ici à l'hôpital, ils ont fait un test sanguin et ils ont trouvé que j'avais le VIH. Dans certains hôpitaux de Bangui, la capitale, la situation est critique. En cause, les agents de santé sont confrontés à un manque criard d'infrastructures pour assurer la prise en charge médicale des patients atteints du VIH-Sida. On est obligé de libérer une patiente auquel il est un peu amélioré et de recevoir celui qui est dans un état vraiment grabataire. Avant l'éclatement du conflit en 2013, la Centrafrique avait l'un des plus faibles taux de couverture de traitement du VIH dans le monde avec seulement 18%. Depuis le 17 juillet 2016, des scientifiques, décideurs politiques, leaders mondiaux et personnes vivant avec les VIH sont réunis à Durban, en Afrique du Sud, dans le cadre de la 21e conférence internationale sur le sida. L'objectif est d'échanger jusqu'au 22 juillet 2016 sur des mesures permettant d'accélérer la lutte contre cette maladie. À quelques semaines des Jeux Olympiques de Rio, l'équipe nationale nigériane des U23 se trouve en grande difficulté. Entre un manque d'entraînement et des problèmes budgétaires, les dirigeants du football nigérian sont perplexes. Omo Kalsumba, Siam le Victoria Sedji.
À 3 semaines du démarrage des Jeux Olympiques de Rio 2016 au Brésil, l'équipe nigériane de football des moins de 23 ans est confrontée à des difficultés. Aux stages qui ont commencé à un mois de la compétition s'ajoutent des problèmes managériaux et l'absence de financement. Les dirigeants du football se disent inquiets du sort de l'équipe nationale des U23. L'entraîneur principal de l'équipe olympique de football du Nigeria affirme que les joueurs ont encore beaucoup de travail à faire s'ils veulent remporter une médaille. Notre équipe n'a pas fait assez de stages car les moyens ne suivent pas. Il sera très difficile dans ces conditions que nous ayons des médailles. Nous ferons de notre mieux pour que notre équipe fasse des exploits lors des JO 2016 de Rio. La forte baisse des cours mondiaux du pétrole depuis 2014 a conduit à une crise économique prolongée au Nigeria. Les ventes de brut représentent environ 70% des revenus de l'État, ce qui a aussi touché le ministère des Sports, déclarent les dirigeants du Ballon rond. Depuis 10 ans, notre pays subit les effets néfastes de la baisse des cours mondiaux du pétrole. Mais nous mettrons les moyens qu'il faut pour que notre équipe de football fasse des préparations de qualité avant les Jeux olympiques. Le Nigeria est à sa 17e participation aux Jeux olympiques. Cette nation ouest-africaine aligne des équipes dans 18 catégories, le canoë, la boxe, la lutte, l'haltérophilie, l'athlétisme, le football et le basketball. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.